Donc je propose que nous commencions cette 5e séance du cycle de conférences en économie de la santé. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 personnalités que vous connaissez déjà, je pense. Gérard de Bourroville, qui vient de nous rejoindre et qui fera l'introduction générale de cette première partie. Étienne Maviel et Pierre Lucas, qui sera notre discutant pour la séance de cet après-midi. Donc je passe tout de suite la parole à Gérard et donc nous prendrons ensuite la présentation d'Étienne qui sera plus spécifique sur la question des réhospitalisations pour donner ensuite à Pierre-Louis la possibilité de commenter sur ces 2 présentations et nous ouvrirons ensuite la séance de manière plus large à tous les commentaires et toutes les questions de l'audience. Merci beaucoup Lise de cette invitation, totalement imméritée, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je me suis un peu écarté de l'hôpital, et Étienne en parlera beaucoup mieux que moi, surtout sur ces aspects de la régulation de la qualité, et Pierre-Louis Bras aussi. Bon, du coup, je me suis dit, je voudrais resituer le débat dans un débat plus large, qui est celui de la prise en compte finalement dans les modes de financement et de régulation de l'hôpital, de la prise en compte de la dimension qualité, en fait, de façon plus générale, et après on passera sur l'aspect réhospitalisation indue, qui est un marqueur de non-qualité. Alors, je vous prie d'excuser le côté un peu économique de ma présentation, c'est-à-dire je vais utiliser des termes économiques qui n'ont pas très bonne presse en ce moment dans le milieu hospitalier, comme les termes de marché, de concurrence et de compétition, mais n'y voyez pas d'entreprise idéologique derrière. C'est plutôt mon idée, c'était de cadrer les concepts qui m'aident, moi, à penser ces questions de comment il faut inciter ou financer la qualité à l'hôpital. Donc, d'abord, dans un cadre un peu général, quand vous parlez de n'importe quel secteur d'activité, et que vous parlez de la question de la qualité des produits et des services, cette qualité fait partie intégrante, en fait, des produits et des services, fait partie de ses attributs, et fait partie évidemment de ce qu'on appelle en économie l'utilité quand on tire le client, la satisfaction quand on tire le client. En théorie, c'est la qualité va être sanctionnée par les clients eux-mêmes, c'est-à-dire par le marché, c'est-à-dire quand il y a des différentiels de qualité entre différents producteurs, certains sont mauvais, ils sortent du marché, certains sont excellents, ils peuvent éventuellement demander un prix plus élevé pour le même type de produit ou de service. Et s'il y a demande effectivement pour une qualité plus élevée, ils vont effectivement rémunérer cette valeur ajoutée en termes de qualité qui est prévue. Donc, simplement, c'est cette idée-là de, quand on n'est pas dans un secteur très régulé comme le secteur de la santé, il y a un rôle très important qui est joué par le marché. Cela dit, il y a pas mal de produits aujourd'hui, en fait quasiment tous les produits aujourd'hui, beaucoup des produits aujourd'hui sont des produits très complexes, même votre machine à laver, et ces produits très complexes sont tellement complexes que finalement, vous en tant que client, vous êtes obligé de faire confiance à un certain nombre de régulateurs, soit privés, soit publics, qui vont mettre en place des textes, des contrôles, des exigences sur les processus de fabrication pour vérifier effectivement qu'il y a un niveau standard de qualité qui est obtenu. C'est une bagarre très très importante au niveau industriel, les normes finalement de qualité, les standards industriels. Donc en fait, dans pas mal de produits, dans pas mal de services, se cache derrière, déjà dans une activité économique, on pourrait dire marchande, il y a déjà beaucoup en fait de régulation de la qualité qui fonctionnent d'ailleurs comme des barrières à l'entrée. C'est-à-dire que si votre produit ne rencontre pas ces exigences, si éventuellement vous pouvez acheter des trucs cheap qui n'ont pas les normes EF, etc., mais c'est à votre risque, mais ça fonctionne quand même comme une barrière à l'entrée et ça standardise et ça régularise le marché, on pourrait dire. En tout cas, ça fonctionne comme des signaux. Vous n'êtes pas obligé de comprendre ces signaux, mais vous savez qu'ils sont là et ça vous donne une information sur le fait que le producteur il a fait un certain nombre de choses qui garantissent qu'en termes de performance de l'outil que vous achetez ou du produit que vous achetez, en termes de sécurité aussi des produits, vous avez une garantie. Vous avez d'ailleurs une garantie fabricant aussi d'1 an ou de 5 ans, etc., que vous achetez. Et puis, vous êtes sensible à une qualité perçue en tant que client, c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre idée
des attributs effectivement de ce produit que vous voulez acheter, que ce soit par exemple l'économie, le caractère économique dans l'électroménager, ou le caractère écologique dans le matériau de construction que vous utilisez dans votre maison. Et bon, donc vous avez décidé d'une santé perçue, d'une qualité perçue, qui vont être capturées éventuellement par des enquêtes de satisfaction patient ou par des enquêtes dans les biens de consommation de l'UFC. Et puis, mais aussi cette qualité perçue, elle se manifeste là encore par le fait qu'on achète ou qu'on n'achète pas le produit. Donc on va, ce qu'on appelle voter avec les pieds, ou la fidélité à une marque, par exemple, ou bien dans le cas extrême où vous avez de la non-qualité liée au produit que vous avez acheté, vous avez la possibilité de faire jouer la garantie, d'aller au service après-vente ou aujourd'hui aller sur les réseaux sociaux en vous plaignant de la qualité de ce produit. Ça c'est juste pour distinguer. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y aura toujours cette dimension de qualité perçue, excusez-moi décidément, je reviens toujours à la santé, de qualité perçue, et je parle de qualité mesurée plutôt que qualité objectivée, parce que en fait on est plutôt dans le domaine de la mesure, de la règle, de la norme, etc. Alors, je vais passer à l'hôpital maintenant. C'est évidemment un processus de production, désolé, c'est un terme un peu grossier pour parler de l'hôpital, mais c'est un processus de fabrication de services qui est complexe, c'est pas à vous que je vais dire ça. Donc c'est évident qu'il y a un besoin de régulation externe de cette qualité, de ce processus. Ces régulations externes, vous les connaissez, c'est les agréments, c'est les exigences en matière de formation des professionnels, etc., qui vont imposer les mêmes règles à tout le monde. Donc après, on peut toujours discuter du niveau de la règle à imposer, etc., est-ce qu'elle doit être très élevée ou moyenne ou très basse. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien qui différencie l'hôpital de ce point de vue-là de n'importe quel autre secteur industriel à processus complexe. On a besoin d'une régulation externe, on pourrait dire, de ce processus, de telle façon à protéger les clients, bien sûr, pour des raisons de sécurité, mais aussi à s'assurer qu'il y a un niveau requis de qualité des prestations qui vont être délivrées. Bon, il y a aussi des mécanismes de marché à l'hôpital, malgré tout. C'est-à-dire que le patient, il peut choisir, il peut voter avec ses pieds, comme on dit. Par exemple, il peut protester aussi, par le biais des mécanismes de plainte. Donc, il y a réellement une qualité perçue de l'hôpital qui fait que vous avez une mauvaise expérience dans un établissement, vous n'allez plus vouloir y revenir, et éventuellement, vous allez dire à vos parents, vos amis, etc., que non, c'est pas du tout là où il faut aller. Donc, il y a de la régulation par le marché, on pourrait dire dans le marché hospitalier, mais évidemment, le problème à l'hôpital, c'est qu'il y a deux clients. Il y a le patient et puis il y a le payeur. Bon. Et le payeur, il a d'autres attentes peut-être par rapport à cette notion de qualité, mais bon, notamment, il y a le client, il y a le patient, pardon, il y a le payeur, et par ailleurs, il y a un problème, c'est qu'au fond, on ne sait pas véritablement mesurer de façon systématique, routinière, etc., ce qu'on pourrait appeler le vrai produit final, finalement, d'une hospitalisation, qui est l'amélioration de l'état de santé du patient qui est apporté par la prise en charge. On en est au balbutiement, en fait, en termes de mesure de cette quantité, finalement, de santé produite supplémentaire. Mais ce qu'on sait faire, c'est on s'est approché éventuellement la non-qualité. La iatrogénie hospitalière, les réhospitalisations indues, on va en parler. Bon, donc je reviens au payeur. Le payeur, lui, il a deux impératifs. Il a un impératif, il doit payer des services efficients, je vais revenir sur le terme efficient, et il doit garantir une égalité du niveau de qualité au niveau du territoire. Et il faut au moins que les patients sachent que quand ils vont dans un hôpital, qu'il soit public ou privé, ils ont des garanties de recevoir une qualité en termes d'attente sur l'amélioration de la santé finale qui soit à peu près homogène. La réalité, c'est qu'il y a des niveaux d'efficience qui sont différents. Alors, quand je parle d'efficience, je parle bien il y a des établissements qui produisent, entre guillemets, plus de santé que d'autres à moyen constant. Et ils ont des meilleurs résultats cliniques que d'autres à moyen constant. C'est clair, il y a de l'hétérogénéité dans la qualité des services, personne ne peut nier. Où il y a aussi, mais ça c'est un autre aspect, il y a des hôpitaux qui produisent plus de santé, certes, mais à des coûts plus élevés. On peut penser à des innovations thérapeutiques qui apportent des bénéfices supplémentaires aux patients, mais à des coûts plus élevés. Et dans le système français, on les finance, mais c'est vrai que comme ces innovations thérapeutiques ne sont pas présentes partout, ça peut créer des inégalités. Et puis,
donc il n'y a pas simplement des niveaux différents d'efficience, mais il y a des niveaux différents de qualité ou de non-qualité. Alors le défi, et là c'est là où je vais passer la parole et le relais à Étienne et à Pierre-Louis. Premier point, des établissements ou des services qui produisent plus de santé que d'autres à moyen identique, on ne sait pas encore trop comment l'objectiver. On progresse, on fait des balles scorecards, etc., mais on progresse. On fait des classements, donc il faut savoir effectivement quelle est la validité de ces classements. On essaye de développer des indicateurs de performance clinique, mais on en est encore au balbutiement en France là-dessus quand même. Et puis surtout, on ne sait pas encore comment on doit rémunérer cette qualité supplémentaire. Comment on différencie finalement un hôpital qui a d'excellents résultats par rapport à un autre, sachant que le tarif de la T2A, de toute façon, c'est le même. Donc, on peut considérer que c'est quand même pas très juste. Mais comment on le fait? Alors, IFAC, c'est un moyen de se dire on va récompenser les hôpitaux qui ont objectivé un meilleur niveau de qualité. On n'est pas au niveau de la performance clinique encore, Étienne. Je suis d'accord là-dessus. Et puis, comment on doit le rémunérer et à quel niveau? On ne sait pas encore trop faire de la différenciation tarifaire sur une qualité, entre guillemets, de performance clinique meilleure. On ne sait pas trop comment faire. Et puis, on peut aussi se dire, ça sera un peu ma slide suivante, on peut aussi se dire, est-ce que c'est finalement, si on fait ça, quelle incitation on a pour les autres, c'est-à-dire, entre guillemets, les mauvais, pour qu'ils se mettent à niveau, parce qu'en fait, on a quand même envie d'avoir le meilleur niveau de qualité partout. Et puis, on a des mesures de non-qualité. Alors, les réhospitalisations indues, et je vais quasiment finir là-dessus, leur fréquence, elle est considérée comme un marqueur potentiel de non-qualité au moment de la première hospitalisation. C'est pour ça qu'on se dit on va les mesurer. Bon, ça vient de Medicare il y a très longtemps. Bon, voilà, la question pour l'économiste, c'est de se dire quelle valeur prédictive ça a. C'est-à-dire, est-ce que c'est un bon indicateur? Est-ce qu'il n'y a pas trop de faux positifs, trop de faux négatifs avec un indicateur de ce type-là? Parce que si c'est le cas, il ne faut surtout pas indexer finalement des systèmes d'incitation économique ou financière sur un outil qui est pas performant en termes de valeur prédictive. Éventuellement, on pourrait... alors, quelle valeur prédictive? Et puis ensuite, quel retour? Est-ce qu'on va dire, par exemple, pour toutes les réhospitalisations indues, dont on a vérifié effectivement que c'était dû à un vrai problème de non-qualité, est-ce qu'on doit se mettre dans la situation où l'hôpital ne serait pas payé, où il devrait rembourser à l'assurance maladie, finalement, on pourrait dire les soins de réparation de bêtises qu'il a fait dans un premier temps? Il y a évidemment le contentieux médico-légal, et puis il y a d'autres modèles qui consistent à dire on fonctionne plutôt comme outil de déclencheur d'audit externe, visant à aller dans le service ou dans l'établissement pour corriger les défauts et améliorer la qualité. Donc ça pourrait faire partie du débat pour la fin. Bon, les défis, ça ne résout pas le problème vraiment d'une différenciation positive de différents niveaux de qualité dans un marché type T2A, après administré. Sauf que moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ça devrait plutôt s'apparenter à un bonus, c'est-à-dire on récompense un établissement ou un service parce qu'il a fait preuve de cet effort, qu'à une action spécifique sur les tarifs. Je trouverais ça assez compliqué, effectivement, de faire des modulations différenciées des tarifs de la T2A en fonction de différents niveaux de qualité atteints, ne serait-ce que d'ailleurs pour des questions de gestion de la stabilité finalement tarifaire dans le temps et de la répétition des mesures de qualité. Voilà, je m'arrête là et Étienne va certainement enchaîner de façon beaucoup plus spécifique et beaucoup plus précise. Merci. Alors, merci pour la transition. Alors, moi, je suis resté dans le cadre regard croisé économie-gestion. Alors, je me méfie de Gérard parce que tu as pris la posture de l'économiste, mais je dois dire, Gérard est un modèle hybride. Ça a été mon directeur de thèse et en tant que gestionnaire, de chercheur en gestion. Donc, c'est un homme qui est capable de changer évidemment de regard en fonction du sujet. Et j'en suis d'ailleurs ravi. Je suis ravi de pouvoir débattre dans ce contexte. Le deuxième remarque que je voulais faire pour enchaîner, c'est que le titre est sur réadmission indue. J'avais pas fait attention, mais en fait c'est très subtil parce que ça aurait pu être réadmission injustifiée. Et le mot indu, tout de suite introduit la question qui est effectivement clé, c'est de mettre une incitation financière autour des réadmissions, ce qui est tout à fait différent, qui ne pose pas seulement la question de la métrique. Et donc ça pose en toile de fond, moi je l'ai compris comme ça, le débat de Medicare, qui est quand même le débat qui fait rage aux États-Unis,
Donc j'ai essayé de reprendre un tout petit peu les termes de ce débat. C'est une pénalité financière sur le principe pour les réadmissions qui surviennent dans les 30 jours, suivant donc une hospitalisation, et c'est dans le cas de l'Affordable Care Act. Alors, quelques éléments quand même descriptifs, très rapidement, pour dire qu'en 2013, ça s'est appliqué d'abord à 3 conditions, donc l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque et la pneumonie. Puis en 2015, ça a été étendu, alors il y a les bronchopnéumopathies chroniques obstructives, des pontages coronariens et des pratiques coronariennes, des interventions coronariennes, et puis le remplacement de la prothèse de hanche. Ce qu'il faut retenir, juste pour vous situer le cadre, c'est que c'est dans un panel de mesures de paiement à la qualité. C'est une pénalité. Il y a des expériences où c'est positif, mais là c'est une pénalité. C'est une pénalité qui peut monter jusqu'à 3% du budget alloué par Medicare au niveau d'un établissement, ce qui est énorme. Medicare, c'est, pour avoir un ordre de grandeur, 50% du chiffre d'affaires d'un établissement de santé nord-américain. Ça veut dire que 1,5% du budget peut être pénalisé par cette incitation négative. Et donc, 50%, ce que j'ai pu lire, 50% des établissements ont été concernés en 2015 par cette pénalité, parmi les 3400 établissements, et une quarantaine qui subissent le maximum de 3%. Donc c'est quand même vraiment une démarche forte et très structurante dans le contexte nord-américain. Elle part d'une idée assez simple, que Gérard a rappelé, mais avec prudence, je le reconnais bien là, c'est au fond dire, il y a un contexte général nord-américain, mais qu'on a en France aussi, il y a des gaspillages dans le système, de la non-coordination, c'est là qu'il faut attaquer en termes de réforme structurelle, notamment les défauts hôpital-médecine de ville, et puis les défauts lors de l'hospitalisation. Il y a des réadmissions qui sont injustifiées, et donc ça coûte pour le système. On va faire de l'économie en introduisant une incitation contre ces réadmissions injustifiées qui sont liées par hypothèse à des sorties trop précoces, c'est-à-dire donc des patients qui vont trop vite, ou bien des défauts dans la prise en charge lors de l'hospitalisation. Donc il y a des événements iatrogéniques, il y a des dysfonctionnements. Donc la pénalité, en fait, la peine est double. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'économie plutôt est double, c'est-à-dire que d'un côté, l'établissement a une partie de son budget qui est grévée, et puis l'autre aspect, c'est que par ce biais, on espère faire une deuxième économie. Donc le payeur régulateur récupère d'une certaine façon une certaine somme, donc c'est plutôt intéressant dans le contexte de maîtrise des dépenses. Et puis on espère que l'incitation évidemment a un effet qu'on va réduire, c'est réadmission injustifiée. Donc j'aurais tendance à dire, d'apparence, c'est parfait. En plus, il y a une assez belle subtilité, c'est qu'au lieu de faire une réadmission au tout venant, toute pathologie confondue, ils l'ont fait par pathologie, qui est généralement un premier point de débat qui oriente vers le fait de faire une réadmission par pathologie. Alors vous imaginez bien que si je vous dis ça, c'est que j'essaie de vous préparer à la suite en vous disant bonne idée sur le principe, mais dans la réalité très dangereuse. C'est mon propos, et je vais essayer de vous démontrer en quoi la recherche, d'une certaine façon, en gestion, je l'appelle la recherche en gestion, mais c'est d'ouvrir la boîte noire, et permet de comprendre plus finement comment un raisonnement qui au départ est très légitime, d'une certaine façon peut s'avérer très contre-productif. Alors, le premier débat, et c'est en fait des propos qui sont sortis dans les papiers les plus réputés comme JAMA, New England, c'est le choix des pathologies retenues. Alors il y a eu un premier débat, je vais passer très vite, c'est de dire 3 conditions, insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde et pneumonie, c'est quand même mettre le focus d'une manière très étroite sur 3 pathologies, alors même que la pénalité s'applique à l'ensemble de l'activité de l'établissement. Donc il y avait un déséquilibre. C'est vrai que ça représente 10% des réadmissions. Il y avait des études qui montraient que c'était des réadmissions fréquentes, de l'ordre de 25% dans ces 3 conditions. Donc c'était, si je puis dire, une porte d'entrée assez logique. Et que aussi, ce qui est un point important sur lequel je vais revenir après, elles étaient peu sensibles aux variables d'ajustement classiques qu'on utilise, c'est-à-dire l'âge, le sexe et l'origine ethnique. Et aussi le temps de réadmission après la sortie. Donc
C'était des facteurs qui permettaient d'aller dans cette direction. La critique apportée, et c'est une des raisons pour lesquelles ça s'est ouvert à d'autres pathologies chroniques et de prise en charge. La deuxième critique, à mon avis, est plus importante, c'est sur justement les variables d'ajustement. C'est-à-dire qu'il y a eu des travaux qui ont commencé à montrer que la réadmission, c'est pas seulement une question clinique. C'est pas une question liée à la pathologie qui est concernée, mais c'est une question qui enchevêtre des questions liées à la pathologie, des comorbidités et des conditions socio-économiques. Notamment, il y a 3 critères qui sont ressortis assez fortement dans la littérature. C'est l'isolement social, le faible niveau socio-économique et l'état mental. Donc, cette critique a finalement expliqué qu'en prenant la pathologie uniquement dans le set du raisonnement de la réadmission, on oubliait une grande partie du phénomène qui explique les réadmissions, qui sont liées à la personne. Donc, il y a eu un mouvement qui est de dire il faut qu'on soit sur une logique de personne. Donc, il y a le patient-centered approach qui essaye de formaliser cette idée et de prendre la personne dans sa globalité. Point important, et qui est d'ailleurs pas sans lien aussi avec les raisonnements qu'on a eus dans l'IFAC, c'est que ces populations, disons, vulnérables, sont souvent des populations prises par 2 catégories d'établissements aux États-Unis, les hôpitaux universitaires et ce qu'on appelle les safety net hospitals, qui sont une catégorie dont on n'a pas tout à fait l'équivalent en France, mais qui prennent justement ces populations plutôt fragiles et vulnérables. Donc ça veut dire que dès le départ, ces deux catégories d'établissements étaient handicapées par principe, si on suit le raisonnement, par rapport à l'incitation, et donc se retrouvaient plus fortement pénalisés que la moyenne. Donc premier élément, les causes de réadmission sont dues à l'échelon individuel, à une série de facteurs qui ne sont pas seulement cliniques sur le diagnostic principal, pour reprendre une expression habituelle, mais sur une vision plus générale. La deuxième critique apportée sur la responsabilité de l'établissement sur le taux de réadmission. C'est-à-dire cette hypothèse que si on a un fort taux de réadmission, c'est un marqueur négatif de la qualité pour 2 raisons. Ça a été dysfonctionnel pendant l'hospice et les sorties sont trop précoces et donc déclenchent évidemment des retours en cascade au niveau de l'établissement. À souligner d'ailleurs que dans le débat, ça a été dit comme n'étant pas une accusation par rapport au professionnel, mais que c'était aussi un des effets induits malgré tout du système DRG qui pousse à avoir un turnover assez rapide au niveau des lits et des hospitalisations. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est d'un point de vue qualitatif, qu'est-ce qui peut amener à une réadmission au fond hospitalière. Alors, il y a un premier élément, c'est de dire, c'est pas seulement, il y a effectivement le facteur qui a été évoqué, l'hypothèse à sortie précoce ou dysfonctionnement, mais ça peut être aussi des situations où il y a un manque de suivi en post-hospitalisation, une offre de soins primaires plus ou moins présente, parfois, c'est pas très politiquement correct, mais parfois absente, et qui fait que, d'une certaine façon, il y a des dégradations qui auraient pu être prévenues et d'état de santé qui auraient pu être prévenues, mais qui finalement se dégradent à bas bruit et qui amènent à des réhospitalisations. D'une certaine façon, le message, c'est de dire, c'est pas seulement, sans être trop précis dans la responsabilité partagée, mais c'est pas seulement la responsabilité de l'établissement, c'est toute la communauté, au fond, de l'offre de soins primaires et même de l'entourage du patient qui est en jeu. Si on a un entourage aidant, on peut avoir des stratégies de maintien à domicile beaucoup plus fortes qui évitent la réadmission. L'autre aspect, c'est que si on est dans des investissements très forts dans l'ambulatoire, on peut avoir aussi des stratégies très pointues pour éviter l'hospitalisation. Mais alors au risque, paradoxalement, d'avoir des réadmissions plus élevées pour la sous-population des patients fragiles. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus, c'est-à-dire d'une certaine façon, si on renforce l'offre de soins primaires, ceux qui sont en bonne santé ou ceux qui sont dans la zone intermédiaire, on les maintient à domicile, mais par contre, ceux qui sont vraiment vulnérables, pour le coup, le système d'offre de soins primaires joue la relation avec l'hôpital à plein régime et fait venir ces patients à l'hôpital. Et dans le prolongement, on pourrait dire aussi qu'il y a sans doute, par le fait de ces offres de soins primaires assez renforcées, peut-être des besoins de santé qui n'étaient pas dépistés jusqu'à maintenant et qui poussent à des réadmissions. C'est-à-dire que dans les 30 jours, tout d'un coup, on découvre que 15 jours après, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu et qui pousse au retour à l'établissement. Alors,
Ça, c'est des situations qui ne peuvent pas être considérées comme négatives. Donc c'est un peu le deuxième élément. C'est pas forcément du ressort de l'établissement, c'est une communauté générale, et puis il y a un mélange entre les aspects négatifs et éventuellement positifs. Sur le positif, un troisième élément, c'est que vous pouvez avoir des établissements qui ont des faibles taux de mortalité lors d'un épisode aigu, par exemple sur l'infarctus du myocarde, mais qui, à contrario, prennent le risque d'avoir des taux de réadmission très élevés. C'est-à-dire qu'ils prennent des populations très fragiles. Et ils vont très bien, en fait, en termes de qualité, assurer la prise en charge hospitalière, mais évidemment au risque d'avoir des réadmissions plus fréquentes en post-op sur les 30 jours. Donc là, on voit qu'on est aussi sur un argument où la réadmission est plutôt positive, une qualité de prise en charge initiale. Donc des arguments qui commencent à essayer de démonter l'idée du taux de réadmission, et puis alors il y en a un qui reste quand même important, c'est cette question de l'évitabilité, vis-à-vis de laquelle on est tous en train de travailler à l'heure actuelle. C'est-à-dire, la vraie question, c'est de comprendre les réadmissions évitables, cette fraction d'évitabilité. Alors, on a du mal à peut-être distinguer dans toutes ces causes qu'est-ce qui est évitable, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des études qui montrent qu'en fait, ces réadmissions restent relativement évitables, restent relativement faibles en part relative. C'est de l'ordre de 25 à 27%. Donc ça veut dire que, alors en plus avec un petit si je puis dire, un petit point qui mérite quand même d'être souligné, c'est que ça varie beaucoup en fonction du mode de recueil de données. C'est-à-dire que si vous le faites sur des recueils de données médico-administratifs type SNIRAM, vous pouvez monter très haut, 50-60%. Si vous le faites sur données cliniques très finement, vous baissez ce chiffre jusqu'à 12%. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans la compréhension de l'évitabilité, un problème de recueil de données et d'être dans une granularité très très fine pour comprendre en fait les situations auxquelles sont confrontés les patients. Alors, pour terminer, on voit bien que ça reste constant. Je voulais juste évoquer une étude, mais bon, je le ferai sinon un peu plus tard, c'est pas grave, j'ai encore un peu de temps. C'est que ce qu'on voit, c'est que le nombre... Alors, il y a une étude qui a montré que le nombre total de réadmissions varie à travers les établissements, mais le taux de réadmission évitable dans ces mêmes établissements reste constant. Ce qui est aussi un argument en défaveur du taux de réadmission global, puisque quelque part, il est décorrélé de cette fameuse fraction du taux de réadmission évitable. Donc, pour résumer, moi je pense que c'est un indicateur qui est vraiment problématique. Il y a une petite proportion de réadmission à 30 jours qui est évitable. La plupart des facteurs qui conduisent à ces réadmissions sont hors de contrôle de l'établissement. Il n'est pas évident d'associer le taux de réadmission à une vision négative de la qualité. Deux autres problèmes pour terminer sur le côté critique, j'essaierai d'introduire quelques pistes pour ne pas être trop critique. Le premier, c'est le recueil de données comme je l'ai évoqué. Donc il y a eu un débat sur le gaming avec le taux de réadmission, parce qu'évidemment, si vous faites un taux à 30 jours, vous pouvez avoir des stratégies, mais qui, si je puis dire, ne sont pas spécifiques au taux de réadmission, qui sont de réhospitaliser à 32 jours. De jeu et de triche, excusez-moi l'expression, mais... C'est bien l'anglais. Vous me comprenez. L'autre aspect sur lequel je veux insister, parce qu'il y a pas mal de travaux de recherche qui existent dans les pays européens à l'heure actuelle, c'est ce fameux recueil de données. C'est-à-dire que si on est sur des questions qui ne concernent pas seulement l'établissement de santé, mais aussi l'offre de soins primaires, et aussi les caractéristiques socio-économiques du patient, on a besoin de bases de données assez riches tout de même. Et il y a eu toute une littérature produite ces dernières années d'initiatives sur des taux de réadmission fondés sur les bases de données PMSI. Alors moi, personnellement, je ne suis pas très convaincu par ces démarches-là. Il y a des travaux suisses qui ont été développés. Il y en a peut-être dans la salle, donc on pourra en discuter. Mais je pense qu'on manque d'informations quand on n'a que les données PMSI pour essayer de comprendre tout le taux de réadmission et qu'on a besoin de données beaucoup plus importantes, beaucoup plus riches le long du parcours. Dernier point qui pose problème et qui est un peu les conséquences de la difficulté d'interprétation de ce taux de réadmission, finalement c'est la faiblesse des plans d'amélioration. C'est-à-dire que les rares initiatives qu'on peut repérer dans la littérature sur des établissements ou des structures même
intégrant tout un système intégré à bloc de soins primaires qui se lance dans la réduction des taux de réadmission, ont des résultats très modestes. Alors, c'est à l'américaine, il y a souvent des investissements importants. Alors, il y a une étude qui est assez intéressante à ce niveau-là, qui a montré que le taux d'hospitalisation et de réhospitalisation pour 1000 patients Medicare baisse après une grande action collective pour réduire ce taux, mais le taux de réadmission par sortie ne bouge pas. C'est-à-dire que quand on est sur une population de 1000 patients, on diminue en volume, les deux, l'hospit et la réadmission, mais par contre, tous ceux qui sont hospitalisés, sur lesquels on observe la réadmission, ça ne bouge pas. Ce qui sans doute montre d'une certaine façon que on hospitalise dans ce cas-là, quand on commence à engager ces programmes, on prévient les hospitalisations injustifiées, mais par contre, ceux qui restent très malades, très fragiles, viennent à l'hôpital et avec des taux de réadmission qui restent d'une certaine façon élevés et inévitables. Voilà, donc, moi je voulais, sur cette base, finalement dire que je trouve que c'est assez délicat. Alors, il y a eu des pistes qui ont été évoquées et d'autres que moi je mets un peu à l'esprit. Donc, il y en a qui évoquent le fait de voir le taux de réadmission revu, mais à 3 ou 7 jours, c'est-à-dire sur un très court terme, en partant de l'hypothèse que, d'une certaine façon, c'est beaucoup plus corrélé avec les sorties précoces et les aspects évitables. Sans doute une bonne idée. Il y a d'autres personnes, enfin, ça, c'est plutôt une expérience sur les indicateurs qui me fait dire ça, c'est qu'on pourrait avoir des analyses longitudinales. C'est-à-dire que comme on a des problèmes de taux d'ajustement et de case mix, quand on est sur tous ces indicateurs de résultats, une des solutions, c'est de prendre plutôt du longitudinal. C'est-à-dire qu'on regarde d'une année sur l'autre l'effort dans un contexte de case mix donné, ce qui fait qu'on n'a plus à ajuster. Et puis, il y a cette idée, sinon, d'ajuster, mais d'ajuster sur une conception très élargie du patient et de la personne. L'autre aspect qui, je trouve, est alors pour moi très, très important, c'est de s'orienter différemment. C'est-à-dire s'orienter sur des objectifs plus précis, alors de processus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire, par exemple, un indicateur qui va peut-être vous faire écho, le courrier d'envoi du médecin traitant dans un délai raisonnable. La validation des prescriptions par le pharmacien et le prescripteur avant la sortie. La garantie d'une consultation par un professionnel de soins primaires ou une infirmière libérale. Pas seulement prenez rendez-vous ou quel est votre médecin référent, débrouillez-vous. On s'assure qu'il y a une... Alors vous voyez bien qu'on est dans un niveau différent d'indicateurs dans ce cas-là. C'est qu'on retourne sur des situations de travail, de process et d'organisation. C'est moins noble que le résultat de la réadmission. Donc, pour terminer, moi j'ai 3 conclusions. La première, je pense que c'est malgré tout la bonne direction à l'heure actuelle d'essayer d'introduire des incitations financières sur des questions de qualité de coordination. On pourra y revenir. Je pense que c'est là qu'il y a un enjeu très très fort. La deuxième, c'est que j'ai essayé de montrer qu'il faut vraiment raisonner très finement tous ces indicateurs. Et alors moi, c'est un plaidoyer pour la recherche en gestion. On met toujours dans la boîte noire. Donc c'est d'essayer de comprendre assez finement ces situations, parce que sinon, si c'est trop agrégé, d'une certaine façon, on risque d'avoir des effets très contre-productifs par rapport au milieu professionnel au passage, parce que les médecins, d'une certaine façon, très vite dépistent les lacunes de ces indicateurs. Et puis la troisième chose, c'est pas très politiquement correct peut-être là aussi, mais moi je suis plutôt à soutenir encore les indicateurs de processus. Donc on est très dans les indicateurs de résultats, dans mortalité, de réadmission quelque part. Ça fait sourire Pierre-Louis, mais quelque part ces indicateurs de process, moi j'essaie de rester logique avec mon raisonnement. Si je dis qu'on reste sur des situations de travail comme la validation par le pharmacien et le prescripteur conjointe avant la sortie, le fait qu'il y ait une garantie de suivi à 10 jours avec des éléments de preuve, le délai d'envoi du courrier d'hospice, on est dans des process, et personnellement je pense que ces indicateurs, même s'ils sont peu populaires parce qu'ils sont moins évidemment intéressants pour le citoyen, dans le cas d'une incitation vis-à-vis du système et des professionnels, je pense qu'ils ont un rôle à jouer parce qu'ils touchent beaucoup plus près les situations de travail, et d'une certaine façon ils peuvent avoir peut-être plus d'efficacité.